Vous étiez avec les parents de Vanessa ce soir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les parents? Les parents accusent le coup, ouais, ils ne vont pas bien. Ils se posent des tas de questions avec le problème récupérer le corps de Vanessa. Ils veulent le transporter, le remettre en Espagne. C'est plein de questions, mais en même temps, ils se posent la question d'où il est? Est-ce qu'il est de Marmande? Est-ce qu'il est de Tonnas? Maintenant, ils savent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être condamné? C'est toutes ces questions que se posent les parents, mais avant tout, c'est la tristesse. C'est la tristesse, c'est Vanessa qui n'est plus là. Et Vanessa, vous ne connaissez qu'un prénom, mais Vanessa, c'était une adolescente de 14 ans qui aimait la musique, qui jouait du violon, qui avait des camarades, c'était la joie de vivre. Et Vanessa n'est plus là. Et Cyril Hanouna, si vous me le permettez, notre département porte là encore une tâche indélébile. On a eu Magali, on a eu Marion et encore maintenant Vanessa. Nous sommes très inquiets, nous sommes tristes et aussi en colère. Et les parents, bien évidemment, c'est leur sentiment que je vous retransmets, c'est ce qu'ils vivent et c'est ce qu'on vit avec eux. Annie, on comprend tout à fait votre colère ici, vraiment, comme on le dit, voilà, on n'en peut plus d'apprendre des drames toutes les semaines, tous les 2 jours. Annie, vous avez parlé de la tristesse des parents. Est-ce que c'est mêlé à de la colère ou pour l'instant ils se posent juste des questions? C'est beaucoup de tristesse, et ils se posent des questions. Vous savez, ce sont des gens qui sont en France depuis à peine un an et quelques mois. Ils possèdent pas notre langue, c'est difficile pour eux aussi d'exprimer une colère, mais on sent très bien chez le papa que la colère commence à gronder quand il a appris, par exemple, que ce triste individu était un récidiviste. Et c'est vrai que nous, pour le moment, il faut ils sont encore, j'allais presque dire, dans une phase de sidération. Encore, ils se posent des questions, mais c'est pas possible. Comment ça s'est passé? Comment est-elle montée dans cette voiture? C'est toutes ces questions qui reviennent. Et c'est cette tristesse qu'il y a dans la maison. L'enfant manque, c'est terrible. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé dans un instant avec Michel Marie. Merci Annie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Annie. Merci à vous beaucoup Annie, présidente de l'association La Mouette. Merci Annie, merci. Michel Marie, c'est donc vendredi à la sortie du collège que l'adolescente va être kidnappée. Elle rentrait chez elle pour déjeuner. Il est 13h, Cyril. Elle quitte son cours de sport et elle a environ 1,3 km à parcourir à pied pour aller déjeuner. Elle reprend un cours de mathématiques, cette fois à 14h. Donc, timing serré. Elle quitte l'école, elle marche, elle a fait environ 800 mètres. Elle arrive dans une rue qui est la rue de la Maison. Et à partir de là, elle se volatilise. Il y a un gros retard pour ce qui est de l'alerte. Elle met combien de temps pour rentrer chez elle, normalement? 20 minutes. D'accord. 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en gros. D'accord. Ce sont des rues qui sont fréquentées ou pas trop? Alors, c'est une petite ville de 9000 habitants. Elle disparaît à côté de la gendarmerie nationale. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas de chance parce que à midi, on peut avoir des gendarmes qui rentrent à la caserne pour déjeuner, des gens qui en sortent. Elle a été enlevée en quelques secondes. Il n'y avait a priori aucun témoin, à part heureusement les caméras. Elle va être suivie par une voiture, c'est ça? Alors, les gendarmes sont saisis tardivement, je dis 18h45 je crois, l'alerte est donnée à 18h45. Les gendarmes vont faire un travail absolument remarquable. En 2 heures, ils vont éplucher toute la vidéo. Il y a 28 caméras dans ce village, enfin dans cette ville. Ils vont éplucher toutes les caméras, toutes les images, donc dans la fourchette de temps qui les intéresse. Et il faut savoir que les caméras, ça marche vous n'avez pas un flux continu. Donc, on repère Vanessa à un endroit de la rue et à la caméra suivante, on la voit plus. Et à ce moment-là, on s'intéresse aux voitures qui sont passées à peu près au même moment.
Et là, il y a une Volkswagen Passat grise, un vieux modèle, qui intéresse les gendarmes. La plaque d'immatriculation est lisible. Et à partir de là, ils vont identifier le propriétaire du véhicule. Ils vont tomber sur un garçon qui s'appelle Romain, qui a 31 ans et qui habite dans un petit village un peu plus loin. Et ils vont à Marmande, il habite à Marmande. Et à 23h45, ils vont procéder à son interpellation. Alors, normalement, c'est 6h du matin... mais là, on peut imaginer que Vanessa est toujours vivante et qu'elle est retenue vivante à l'intérieur. Donc, sur ordre du parquet, ils sont rentrés et ils l'ont interpellée. Alors, quelle est la réaction du suspect quand les gendarmes viennent l'interpeller directement? Il a dit aux gendarmes, je sais pourquoi vous êtes là. Et en gros, il avoue immédiatement, avant même d'être placé en garde à vue, il reconnaît les faits. C'est très curieux comme... c'est rare et c'est curieux. Il se laisse appréhender tout de suite, il dit voilà... il fait aucune difficulté. Quand il voit les uniformes de la gendarmerie nationale, il dit je sais pourquoi vous êtes là. Et il se laisse emmener. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que moins de 2 heures plus tard, il a donné l'endroit où il avait abandonné le corps de cette malheureuse Vanessa. Et les gendarmes étaient sur place et découvraient le corps. Donc, alors, il va, comme vous dites, il va passer très rapidement aux aveux. Hein. Il va même pas... voilà. C'est un délinquant très particulier, c'est une criminalité très particulière qui... Il aura enlevé, violé et tué la jeune fille. Alors, il y a enlèvement, séquestration, viol et meurtre. Et là, pour ça, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui interroge évidemment, c'est le profil du suspect. C'est, voilà, je vois tous les gens qui réagissent là-dessus. Il est 21h04, on est en direct. Et il était déjà connu des services de police. Oui, alors, oui, il était connu des services de police. Il était mineur, il avait 15 ans. Il a été poursuivi pour une agression sexuelle. Donc, c'est pas un viol, c'est une agression sexuelle, c'est un cran en dessous. Et par sa qualité de mineur, il a été condamné à une peine de 15 jours de prison avec sursis. Et évidemment, il n'a pas été incarcéré. Il est connu des antécédents judiciaires. L'autre difficulté, c'est qu'il n'était pas inscrit au FIJES, qui est le fichier des délinquants sexuels, des auteurs de crimes sexuels. Et là encore, parce qu'il était mineur, on a considéré que c'était peut-être pas utile de le... Il n'y a pas eu de suivi psychologique, en fait. Après, il est parti dans la nature. Non. Enfin, oui. Moi, c'est ce qui me choque quand même. Hein. C'est que 15 jours avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve. Et comme c'est du sursis, pas de suivi. C'est-à-dire que cet homme, au profil quand même, dont on voit qu'il est extrêmement préoccupant, à partir de 2006, puisqu'il avait 15 ans en 2006, certes, plus rien. On verra, l'enquête vérifiera exactement 2011. Exactement ce qui s'est passé après. Mais moi, ce qui me choque, c'est que quand même, avec cette agression sexuelle commise à 15 ans, il n'y a pas eu de suivi, Cyril. Ça, c'est quand même très étonnant. C'est un profil, on le voit là, qui aurait mérité d'être suivi. C'est impossible de laisser des gens comme ça sans les contrôler. Là, franchement, moi, je suis extrêmement choqué. Si je peux me permettre, oui. Il a 15 ans, c'est bien évidemment pas une excuse. Je ne connais pas la nature des faits qu'il a commis. Si ça se trouve, c'est peut-être pas grand-chose. Je dis si ça se trouve, je n'en sais rien. Parce que de toute façon, c'est vrai que la sanction de 15 jours de prison est un petit peu, semble un peu désuète. Alors, donc voilà, mais je ne sais pas quels sont les faits. Il n'était pas fiché comme délinquant sexuel. Il n'était pas au FIJES. D'accord. Comment il est décrit par son entourage? Alors, c'est quelqu'un qui est natif de Seine-Maritime. Il a vécu toute son enfance en Seine-Maritime. Il a 31 ans aujourd'hui. Il s'est installé... il a quitté la Seine-Maritime pour s'installer du côté de Bordeaux, à Bègles, très exactement. Il avait trouvé un petit boulot. Tout allait à peu près bien, mais il faisait quand même... Il était limite clochard. Hein. Il avait jamais un sou. Il dit qu'il était intérimaire. Hein. Il était intérimaire dans les jardins, là, dans l'entretien des espaces verts. D'accord. Bon, il avait une compagne, il avait un enfant, une fille, je crois. D'un mois. Comment ? Elle a un mois, je crois. Non, qui a 5 ans aujourd'hui. Ça, c'est... Bon, pardon.
Il y a également un bébé d'1 mois. Oui. Mais c'est bien évidemment avant. Donc il avait un enfant qui a 5 ans aujourd'hui. Il se sépare avec cette femme. Il ne voit plus sa fille. Il se met à la picole. Il se met également à fumer du shit. Et il déraille. Jusqu'au jour où il rencontre une femme. C'est en septembre 2021. Donc c'est assez récent. Une femme avec laquelle il va flasher, hein, c'est à l'occasion d'un barbecue. Il tombe amoureux de cette femme, elle s'appelle Samira et elle habite Marmande. Et donc il va la suivre, il va planter Bègle, il va planter son boulot, il va tout planter et il s'installe à Marmande. Il vit avec cette femme, Samira, avec qui il était au moment de son arrestation. Et effectivement, il a eu avec cette femme un enfant qui est né il y a 3 semaines, 1 mois. Voilà en gros le profil. Pardon. Il travaille là-bas? Alors il travaille, il a retrouvé un boulot d'intérimaire pas les eaux et forêts, mais dans l'entretien des jardins. Voilà. Alors, ses collègues ont été interrogés, ils disaient qu'ils le trouvaient un petit peu bizarre. Ils étaient dit. Ah oui, il était bizarre, oui. Je dis, c'était limite de la clochardisation. Là. Il vivait dans sa voiture. Le jour des faits, quelques jours avant, on l'a vu en train de vider des bières à l'intérieur de son véhicule. Le matin des faits, avant qu'il passe à l'acte, il fumait des joints dans cette même voiture. Il était en limite de clochardisation. Il était retenu, à mon avis, par un fil par cette femme. Et voilà, en gros, le profil de ce... Alors, Michel Marie, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a été interpellé? Il s'est passé quoi? Est-ce qu'il avait repéré Vanessa, cette adolescente de 14 ans, ou est-ce que c'était le fruit du hasard? C'est, d'après ce qu'il raconte, le fait du hasard. Il est dans sa voiture, il est devant cette école, il fume pétard sur pétard, et arrive 13h, il repère cette gamine, cette petite fille, 14 ans. Il la suit, je veux dire, sur 800 mètres approximativement. Et au moment où il n'y a personne dans cette rue, il l'appréhende, il la rentre de force dans son véhicule. La personne n'a rien vu. Il n'y avait personne apparemment. Personne, oui, non, personne n'a rien vu. C'est comme ça. Il la rentre de force dans son véhicule. Il la rentre de force dans son véhicule. Il sort de la ville. Il trouve un endroit tranquille pour faire malheureusement ce qu'il avait envie de faire. Et puis il l'étrangle, de peur d'être reconnu et donc d'être reconnu et arrêté. Et ensuite il va se débarrasser du corps dans une vieille maison abandonnée qui est à une quinzaine de kilomètres de là. C'est une maison qui est en bord de route, dans laquelle personne ne rentre jamais. Et elle a un propriétaire, mais je crois que ça fait 42 ans, d'après le journaliste de chez moi là, qui a fait l'enquête sur le terrain, ça fait 42 ans, elle appartient à un agriculteur, et de temps en temps il la prête pour des concerts ou pour des mecs qui veulent faire le bœuf. Ouais. Et il a abandonné le corps dans cette maison un peu désaffectée, et il est rentré chez lui, et la gendarmerie est venue. Et la gendarmerie est venue le cueillir. Est-ce qu'il a exprimé des regrets, si vous savez, Gilles? Il aurait évoqué le terme de pulsion. Voilà, selon les premiers éléments, une pulsion. Pas un regret. Voilà, pas un regret, absolument pas. Une pulsion, c'est quelqu'un qui est décrit aussi comme colérique, impulsif, avec une double personnalité. Mais c'est vrai que le terme de pulsion, là également, me choque, parce que pulsion, on a l'impression que déjà, il prépare une pulsion avec, vous voyez ce que je veux dire, fait délirante une sorte, avec la drogue et tout ça. D'altération ou d'abolition du... Faites attention à ce que vous allez dire, Géraldine et Gilles, parce qu'après, on va dire qu'on veut une justice expéditive. Ah non, moi, je veux pas une justice non, mais je veux dire, c'est comme sur l'affaire Lola.
Voilà, donc c'est incroyable, hein, l'affaire Lola, on ne sait même pas où ça en est. On sait que la meurtrière doit certainement nous regarder à la télévision, hein, tranquillement, pendant que les parents de Lola, eux, ont perdu leur fille. Et tout va bien, hein, voilà. Donc on n'a pas le droit de le dire, ça, donc il ne faut pas le dire. Hein. Non, mais pas une justice expéditive, Non, mais en revanche, il faut savoir le parcours de ce type-là pour savoir s'il n'y a pas justement des Je vais le redire si on n'a pas le droit de le dire alors. Je vais le redire parce qu'il a évoqué une pulsion et je ne voudrais pas que ça serve plus tard parce que j'ai déjà entendu l'avocat aussi qui prépare ça. Et ça m'a choqué. Le même avocat que Jubilard. Ouais. Absolument. Oui, Raymond. Non, remettez juste la page du nouveau détective, remettez la une. La une, elle est glaçante. Alors, on ne va pas faire la justice, nous. Regardez juste la une de ça. Regardez juste la une de ça. Qui sont ces gens? Moi, il y a une phrase que je voudrais enlever à vie. J'ai enterré mon enfant. Il n'y a pas plus terrible comme phrase dans la vie que j'ai enterré mon enfant. On ne peut pas comprendre ce que c'est cette phrase-là. On ne peut pas comprendre ça. Et il y a des mecs comme ça qui ont 30 ans, qui se baladent avec des voitures, qui repèrent des jeunes filles, parce que c'est celle-là, mais ça se trouve, il y en a d'autres. Ils les repèrent, ils les mettent dans les voitures, ils les violent, ils les étranglent, et après, j'ai eu une pulsion. Et moi, je vous le dis, et je vous le redis encore ici, ce mec-là, pour moi, n'a rien à faire dans notre société. Pulsion ou pas pulsion. Je me répète à chaque fois, c'est comme Mathieu qui dit, c'est des faits divers. À chaque fois, il a raison, Mathieu. C'est des faits divers. Regardez cette une. Il se prend pour qui, lui, pour enlever la vie d'une jeune fille? Il se prend pour qui? Il a 30 ans. Il a une pulsion, il enlève la vie de quelqu'un de 14 ans. Voilà. Bah, je suis désolé. Continuez Alors, comme ça. Je veux pas faire la justice, non, mais justement, Plus la une, là. Est-ce que ça aurait pu être évité? Parce qu'il y a des gens qui disent, et comme il avait des antécédents, mais ça aurait pas pu être évité. C'est difficile. C'est une criminalité qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas mettre déjà, quand... De toute façon, lui n'était pas fiché, comme ça le problème est réglé. Donc lui, on n'avait aucune chance de le repérer. Mais combien de gens peuvent avoir ce profil? Des milliers, j'imagine. C'est pour ça que c'est difficilement traçable. Michel, là, vous me surprenez, hein, parce qu'il n'était pas fiché, mais il n'était pas suivi. Il n'était pas suivi. Oui, mais c'est incroyable. Non, mais n'engueule pas Michel, il a rien à voir là-dedans. Là aussi, Gilles, plaisir, est-ce qu'on peut pourquoi déterminer le nombre d'adolescents qui sont dans le même cas que lui? Certainement aussi des milliers. Bien sûr. Comment peut-on suivre des milliers ou des dizaines de milliers? Ma question, c'est pourquoi il sort quand il a 50 ans? C'est ça ma question. Parce que les Lola, toutes ces jeunes filles à 14 ans qui sont violées, agressées, comme si on jouait. Les mecs qui sortent à 50 piges, là. Je dis peut-être des bêtises, mais on dit perpétuité. La perpétuité, ça n'existe pas. Non. On est bien d'accord. La perpétuité perpétuelle existe. Ah oui, elle existe. Ah oui, ça existe. Non, ça n'existe pas. Ils font des demandes au bout de 22 ans ou de 25 ans. Non, si, ça existe. Non, ça existe. Arrêtez vos conneries. Non, là, je connais le dossier. Guy Georges, il peut pas sortir. Guy Georges, il peut pas faire une demande pour sortir. Elle va être refusée. Il n'a pas été condamné. Après salaire, il peut pas faire de demande. C'est perpétuel. Ah bah changez-moi ça déjà. Pourquoi il demande? Oui, c'est vrai. Bon, alors, donc c'était quoi? On pouvait pas éviter ce drame? Alors, ce que je disais, c'est que il y a des services très spécialisés pour le terrorisme, par exemple. On repère un individu qui se radicalise, qui fréquente une mosquée, etc. Bref, les services de renseignement travaillent sur lui, le mettent sur écoute, le suivent, etc. Là, c'est pas possible. Ouais. Là, c'est pas possible. Parce que ce type, avant de commettre ce... Alors, je sais que vous allez me reprendre là-dessus, mais... Avant qu'il commette ce crime, il vivait avec une femme, il avait un bébé, il donnait l'apparence d'un type peut-être un peu borderline, mais certainement pas à l'image de ce qu'il a fait. Donc ils sont pas repérables. Non mais on est quand même très en retard dans tout ce qui est psychologie. Oui, mais bon, on en reparlera. Il y a quand même des moyens pour... Michel, merci en tout cas d'être venu nous voir encore sur cette affaire qui va nous rendre fous une fois de plus. Hein, voilà, vous voyez, sur le plateau, voilà, on a la marre d'entendre des affaires comme ça. Merci en tout cas d'avoir été là. Je voulais juste rajouter une chose, rendre un petit hommage à mon confrère Vincent Sénécal, du Nouveau Détective, qui a fait une remarquable enquête et qui est donc dans le journal qui sort. Merci Vincent. Voilà.